Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine spéciale pouvoir des réseaux sociaux sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera aux réseaux sociaux Made in Africa. Et oui, ça existe, il y en a pas mal d'ailleurs sur le continent. Et puis au sommaire également de cette émission, sécheresse sévère à Madagascar. L'insécurité alimentaire guette. La situation est qualifiée de particulièrement inquiétante. Et l'Algérie s'active dans la lutte contre la corruption. L'organe chargé de lutter contre ce fléau au point mort depuis sa création en 2006 a vu la nomination de ses membres. Ils sont avec nous autour de ce plateau. Pour en parler, notre invité tout d'abord est ingénieur informatique, monsieur Nyanguenon. Bienvenue parmi nous. Bonsoir, chers amis. Je dis bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs de de la télé Africa 24. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gratien Roukindikiza. Gratien, c'est un plaisir. Merci Amira. Bonsoir à tous. Et Malik Hacher. Malik, c'est la première de la saison pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé, Amira, et un plaisir de retrouver les téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. On parle bien d'une sécheresse sévère et c'est la troisième année consécutive que Madagascar est confronté à ce fléau. Cette année, le phénomène El Niño a empiré les choses. Le sud du pays est particulièrement touché. L'insécurité alimentaire guette des millions de Malgaches. Fanny Monichier. Plus d'1 million de personnes seraient confrontées à une insécurité alimentaire sévère à Madagascar. Une situation en conséquence directe du phénomène climatique El Niño qui entraîne un déficit pluviométrique et aggrave la sécheresse dans le sud du pays. Dans la région de Beloa, les récoltes ne suffisent plus à nourrir les familles. Nous recueillons les fruits de cactus rouges et retirons leurs épines, mais cela provoque des diarrhées. Tous nos voisins souffrent également comme nous. Habituellement, nous cultivons du maïs, des légumineuses et du manioc. Si seulement il pleuvait, nous serions heureux. Le Programme alimentaire mondial fournit une assistance à 70 000 enfants de moins de 5 ans dans le but de prévenir et de traiter la malnutrition aiguë. Environ 20 000 ménages devraient également recevoir des rations supplémentaires, mais l'agence onusienne peine dans la distribution. Même si maintenant nous avons des contributions pour envoyer des aliments à Madagascar, avec les navires qui ne sont pas disponibles, il faudra 5 à 6 mois. Si nous allons acheter localement, il faudra 2 à 3 mois. Donc le défi est maintenant comment fournir la nourriture à la population. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé ce jeudi un appel afin d'obtenir une aide agricole d'urgence. À Madagascar, 75% de la population vit de l'agriculture, avec principalement des exploitations familiales basées sur une économie de subsistance. Alors plus précisément, ce sont 1,4 million de Malgaches qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire au mois d'août. 600 000 d'entre elles connaîtront bientôt une situation de famine. Alors bien que les aléas climatiques ne peuvent pas être évités, monsieur Nyanguenon, est-ce que vous pensez que les autorités malgaches ont mal anticipé ? Pour les catastrophes naturelles, on ne peut pas parler d'anticipation rationnelle, du moment où c'est des choses qui arrivent. Mais néanmoins, on peut prévoir, on peut faire des prévisions. Du moment où ces prévisions n'ont pas été mises en place dans un créneau défini, ça peut dévier comme ça et puis on arrive à des catastrophes comme ça. Donc, moi, je n'accuserai pas les autorités, mais néanmoins, quand même, il y a un travail de prévision à faire. Oui, Gratien, 3 années quand même, et il y a même des études qui ont montré qu'au-delà du manque de pluie qui était criant depuis des années à Madagascar, le problème d'accès à l'eau potable constitue l'une des principales causes de la sécheresse dans la partie sud de la Grande Île. C'est peut-être à ce niveau-là que les autorités malgaches avaient en tout cas une marge de manœuvre. Oui, il y a un problème déjà de l'eau en Madagascar. Il y a un problème aussi d'organisation, il faut le dire. Le pays, disons, le pouvoir, ce phénomène El Niño date de plusieurs années. Tout le monde le connaît, ça se présente surtout dans l'océan Indien. Et les pays de l'Afrique, par exemple, de l'Est sont touchés. Et de ce fait, on doit prévoir, on doit anticiper. Il y a plusieurs phénomènes. On peut utiliser, il y a l'eau de mer. Il faut retraiter l'eau de mer parce qu'on ne peut pas arroser ou utiliser cette eau. Il faut retraiter l'eau. Mais il faut dire qu'il y a un problème d'anticipation. Mais ce n'est pas seulement le Madagascar, c'est
Ça concerne un ensemble de régions, un ensemble des pays de l'Afrique de l'Est. Il faut changer les méthodes. Ce phénomène s'est déjà installé. Il faut changer les méthodes culturelles. Il faut aussi essayer de savoir comment conserver l'eau quand il y a la pluie. Faire en sorte qu'on ne gaspille pas l'eau. Les mers n'ont pas besoin d'eau. Ce sont surtout les terres qui ont besoin de l'eau. Alors Malik, bien évidemment, on ne peut pas tout remettre sur le dos des autorités malgaches. On le sait, Madagascar est un pays pauvre, un pays fragile. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a d'ailleurs comparé la situation malgache à celle de la Somalie en 2011, où la sécheresse et la famine, on le sait malheureusement, a tué des milliers de personnes. Et il a par ailleurs déploré le manque de réactivité de la communauté internationale. Il a appelé à la solidarité de la communauté internationale. Pour autant, elle ne bouge que très peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend pour réagir? Elle bouge très peu parce que je pense que le cas de Madagascar, déjà, est un cas peu médiatisé. L'Afrique est souvent, toujours, je dirais, peu concernée par les aides internationales parce que c'est un continent qui est souvent oublié par les pays, je dirais, dits développés, dans le domaine de l'agriculture notamment, parce que, je dirais, il y a, comme vous le dites, ce manque d'anticipation des autorités. On a cette faiblesse à la base, c'est que nous avons des États africains qui anticipent mal les répercussions des phénomènes climatiques. Et dès lors qu'il y a cette irresponsabilité, il y a cette communauté internationale qui ne peut pas tout de suite réagir. C'est-à-dire il faut un délai. Il faut avoir des autorités qui soient compétentes et qui puissent avertir la communauté internationale justement sur les risques d'une prochaine sécheresse. Vous avez rappelé que c'est la 3e année consécutive qu'il y a la sécheresse à Madagascar. Qu'est-ce qui a été fait depuis ces 3 ans? Il y aurait pu avoir justement cette réaction des autorités en consort avec, pourquoi pas, la FAO, je ne sais pas, une organisation mondiale, pour permettre la prise en charge des populations et l'approvisionnement de denrées alimentaires si cette sécheresse venait à revenir. Et puis nous savons très bien qu'il y a des modèles météorologiques aujourd'hui, nous avons des experts qui sont capables de prévoir certains phénomènes, même si, bien évidemment, il y a une part d'incertitude. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut surtout mettre cette responsabilité sur les autorités malgaches. C'est un pays qui a connu, malheureusement, des vicissitudes sur le plan politique. Donc, voilà, maintenant, un pays d'une population de 26 millions d'habitants, 1 million de personnes qui est concernées par la famine, c'est énorme. Et il faut essayer de mettre des dispositifs adéquats pour que ça ne se répète plus dans les années à venir. Gratien, c'est vrai qu'on n'en parle que très peu. Pourtant, Madagascar, à en regarder de très près, inquiète particulièrement sur le continent africain. C'est un des pays qui a les institutions les plus fragiles, qui a traversé une grande crise politique. La sécurité n'est pas vraiment au rendez-vous. Maintenant, on a la sécheresse plus la famine. Il y a souvent des malheurs qui s'enchaînent pour les peuples. Le Madagascar, ça fait partie de ces pays. Les Malgaches ont connu beaucoup de problèmes en partant au niveau politique déjà, des luttes intestines, au niveau des partis politiques, l'instabilité, les coups d'État ou autres. Quand on est occupé, disons, à garder ou à accéder au pouvoir, on ne peut pas prendre des mesures. Donc, ce qui fait que les luttes politiques, tout ce qui a été l'insécurité politique au Madagascar a plonger le pays. Il y a aussi, il faut le dire, il y a la grande corruption au Madagascar. Même les projets qui sont faits au Madagascar, on voit bien même des ONG qui sont souvent menacés parce qu'ils ne donnent pas de bachiches, ce qui fait que c'est un pays qui n'attire pas beaucoup la communauté internationale du fait de la corruption, de mauvaise organisation et des problèmes politiques. Vous parliez de corruption, Gratien, ça tombe bien parce que c'est l'objet de notre deuxième sujet. Mais on va parler corruption non pas à Madagascar, mais en Algérie, puisque le président Abdelaziz Bouteflika a procédé dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution à la nomination des membres de l'organe national de lutte et de prévention contre la corruption, un organe au point mort depuis sa création. Gladys Mwamba. L'Algérie poursuit sa lutte contre la corruption. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé jeudi 15 septembre 2016 à la nomination des membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Constitutionnellement, l'organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'état de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics.
Cet organe, créé en 2006, mais dont l'installation effective s'est faite en 2011, n'a pas su se distinguer par son efficacité. En juillet 2016, l'association algérienne de lutte contre la corruption dénonçait la paralysie de cet organe et appelait à son renouvellement. Désormais, cet organe, présidé par Mohamed Sebaibi, est composé de 6 membres. Son installation quelque peu tardive vise, selon surtout ce qu'on est en phase de rentrée sociale, on s'approche des élections législatives et locales et également des élections présidentielles. Donc c'est un enjeu politique pour le président Bouteflika, pour le pouvoir en Algérie, puisque les membres, dont Mohamed Sebaibi, qui est le président, et d'autres membres, doivent maintenant crédibiliser l'action de cet organe. En 2015, l'Algérie occupait la 88e place sur la liste comprenant 168 pays, d'après le classement de Transparency International sur la corruption dans le monde. Malgré une remontée de 12 places par rapport à 2014, l'Algérie figure toujours parmi les pays les plus en proie à la corruption. Gratien, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut parler de manœuvre électorale ? Ça va de soi. Ça va de soi que le pays, surtout qu'avec la situation, disons, algérienne, on voit bien le président, je ne sais même pas s'il va se présenter au niveau des élections, le FNL, je pense qu'il y a un problème, je pense qu'il y a un problème au niveau aussi il peut y avoir un problème au niveau des assises et surtout ce domaine-là, la corruption, parce que les Algériens critiquent le pouvoir, surtout sur ce côté de la corruption. Mais le problème, c'est qu'on nomme un organe chargé de sortir la théorie sur la lutte contre la corruption, non pas de combattre la corruption. Et on sait bien que dans tous les pays, presque dans tous les pays, quand on commence à mettre des organes, c'est que pratiquement on veut enterrer la question. En réalité, la lutte contre la corruption, c'est le pouvoir qui fait. Et s'il y a la volonté, ça commence en haut et ça doit descendre. Oui, monsieur Nanguénon, des pays comme le Cap-Vert, pour ne citer que lui, font partie de ces pays africains les moins corrompus. Quelles sont les mesures prises par les autorités de ces pays qui ont permis de telles performances et qui devraient être suivies par tous les pays du continent ? Bon, je n'ai pas vraiment de vision sur le Cap-Vert, mais néanmoins, quand tous les pays parlent de lutter contre la corruption, je pense que la méthodologie à mettre en place, c'est quand même déjà la transparence. Comme on a dit tout à l'heure, faire une certaine transparence au niveau disons, déjà, c'est au niveau des étrangers, parce qu'au niveau des investisseurs qui viennent investir dans le pays, il faut faire en sorte que ceux-là puissent venir sans pouvoir payer des droits, pas des droits, sans pouvoir payer des bakshish comme on dit, ou bien parce qu'on constate que des gens demandent des pourcentages avant, je le dis pareil, c'est pareil au Bénin aussi, ils exigent un certain nombre de pourcentages d'abord avant que les gens n'investissent. Et quand on leur donne cette partie des bakshish là, ça sort du circuit. Donc la meilleure façon de faire, c'est quand même, comme j'ai dit, d'aller à la transparence, et puis de faire une pédagogie aussi, du fait qu'on ne puisse pas céder à cette tentation de vouloir prendre de l'argent ou bien quelque chose avant de rendre service. Alors, Malik, 88e place sur la liste comprenant 168 pays d'après le classement de Transparency International. L'Algérie ne fait pas partie des pays africains les plus corrompus, on le rappelle quand même. Le pays n'est jamais dans le top 5. On note même un léger mieux comparé aux années précédentes dans le classement. Pour autant, la corruption est une réalité dans le pays. À quel point elle freine le développement économique et social de l'Algérie ? Elle freine le développement économique et social justement parce qu'elle n'attire pas les investisseurs. On parlait des investisseurs étrangers. La corruption est un frein terrible pour l'investissement étranger dans notre pays, pour l'Algérie en l'occurrence, pour le mien, mais pour l'Algérie. Il y a un problème, je dirais, ce problème de corruption date de plus de 30 ans, vers la fin des années 70, début des années 80, la corruption avec l'apparition des apparatchiks a vraiment pris une ampleur terrible parce qu'il y a eu un manque de volonté politique. Et ce manque de volonté politique, elle a été malheureusement mise de côté parce qu'il y a eu la guerre civile. Là, la corruption a battu son plein. Alors oui, on note une légère amélioration. Ça ne veut pas dire que la situation s'améliore. Ça veut dire peut-être que d'autres pays font moins bien. C'est tout. La manne financière de l'Algérie, la
manne pétrolière qui a fait venir comme ça couler de l'argent à flot dans les caisses de l'État a fait aussi malheureusement a permis la multiplication des cas de corruption. Et quand on voit les affaires qui se multiplient, quand on voit l'affaire de l'autoroute Est-Ouest dont le coût a été multiplié par 2, quand on voit que la Sonatrach, qui est quand même l'entreprise emblématique de l'Algérie, est en proie à plusieurs affaires de corruption qui ont finalement été écartées et mises de côté de la place publique, bien que la presse essaie quand même de faire ce travail de mettre au premier plan ces affaires-là. Et malheureusement, ces affaires de corruption n'ont pas été véritablement traitées. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cet organe? Est-ce que vous fondez des espoirs sur lui? Moi, je demande à voir. Je trouve qu'on arrive très tard. On est au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. S'il y avait cette réelle volonté politique, on aurait pu le faire en 1999. Maintenant, l'Algérie est dans une période d'austérité. Peut-être que le fait que la manne pétrolière étant moins abondante, peut-être que les faits de corruption sont moins importants. Mais il faut s'attaquer surtout à cette petite corruption, je l'appelle petite, mais elle fait beaucoup de mal, qui ronge l'administration. Et elle ronge l'administration algérienne depuis longtemps. Et si on n'y arrive pas, on aura justement ce déclin des investissements étrangers et puis des investissements publics et privés à l'intérieur du pays. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.